Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois je vais parler du frigo. Donc pour le moment il faut savoir qu'on n'a ni frigo ni congèle. Donc là j'ai commandé un nouveau frigo qui est censé être un A+, qui consomme pas beaucoup. Ça on vient de le recevoir, voilà. Et ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a pas de grille. Donc voilà, il n'y a plus de grille. Donc a priori la dissipation de calories se ferait sur le côté. Mais donc là ce n'est pas du tout compatible avec ce que je voulais faire. Donc ben voilà, on va aller sur l'ancien frigo pour faire les modifs et je vais vous expliquer ça. Alors nous revoilà ici sur un bon vieux frigo, donc ça c'est les anciens avec une grille externe, ce que je préfère. Voilà, je vous explique pourquoi. Donc je vais commencer par quelques explications rapides sur le fonctionnement d'un frigo. Frigo ou congèle c'est pareil, c'est la même chose. Ça fonctionne pareil. Donc ici on a le compresseur avec un circuit fermé qui est rempli de gaz frigorifique. Donc là c'est du R600A. Il y en a plusieurs, mais bon, enfin il y en a au moins deux principaux. Maintenant c'est celui-là qui est obligatoire a priori. Donc il va comprimer le gaz, qui va libérer les calories là-dedans, dans le condenseur. Donc c'est la première grille. Parce que quand on comprime de l'air ou du gaz, ça chauffe, c'est normal. Donc cette grille va permettre de refroidir ça. Ensuite on passe là-bas par le détendeur, c'est ça, ce petit tube là. Et puis on a le capillaire qui va dedans. Dans ce capillaire il va dans une autre grille comme ça à l'intérieur, donc c'est l'évaporateur, c'est elle qui va faire le froid. Et en fait quand elle génère du froid, enfin elle génère pas vraiment du froid, elle absorbe plutôt les calories qui sont à l'intérieur. Non, c'est pas une vraie génération de froid, enfin, c'est un mauvais terme en fait. Et donc le gaz qui va ressortir de cet évaporateur va être réchauffé et va revenir ici par ce tuyau là, dans le compresseur, qui va recomprimer ce qui revient, et donc réchauffer en plus des calories qui ont été pompées dans le frigo. Et donc ici la grille va augmenter en température et progressivement ça va monter et ça va dissiper les calories, ça va monter, hop, jusqu'en haut quoi, voilà. Donc cette grille là sert à refroidir le gaz, qui vient à la fois qui récupère les calories donc de la grille intérieure qui est l'évaporateur et du compresseur, parce que le fait de comprimer ça monte en température. Donc le but, voilà, cette grille en fait il faut qu'elle soit bien aérée. Si elle n'est pas bien aérée, si elle est bouchée par la poussière, tout ça, ça va moins refroidir, donc le frigo devra tourner plus longtemps, il fera moins de froid en gros. Même si c'est pas vraiment faire du froid, il récupère c'est une pompe à chaleur, mais bon, ouais, c'est la même chose qu'une pompe à chaleur. Donc il faut que cette grille soit bien aérée. Voilà, seulement qu'est-ce qui se passe? Cette grille chauffe, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur, on veut du froid. Et on peut voir qu'on a un espace qui est assez limité, entre la grille et le frigo en lui-même. Là, on a quand même de l'isolant, mais je pense que c'est quand même pas bien épais. C'est assez fin. Et le standard dans les cuisines, c'est 60 par 60, le standard des frigos ou des congèles, ou même d'un four, c'est pareil. Ce qui fait qu'en fait, tous les frigos et congèles sont généralement à 60 par 60 cm de côté et puis de fond, de profondeur. Et donc, pour pouvoir plus isoler, il faut soit prendre à l'extérieur, ici rajouter par exemple une couche d'isolant là, mais dans ce cas-là, le frigo prendra plus de place et on sort du standard, donc tout le monde ne pourra pas le mettre. Ou prendre la place à l'intérieur, dans ce cas-là, on perd la place à l'intérieur et voilà, les consommateurs sont peut-être pas très contents pour... Voilà, ils veulent une plus grande capacité, je pense. Donc ça doit être pour ça qu'en fait, les constructeurs ont dû faire un compromis entre la place intérieure et puis l'isolation. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, vu que de la place j'en ai, je m'en fous. L'esthétique aussi, je m'en fous. Donc ce que je vais faire, c'est défaire cette grille-là, l'éloigner pour pouvoir coller de l'isolant derrière. Donc l'isolant, je vais utiliser celui-là. Je crois que c'est du polystyrène extrudé ou polyuréthane extrudé, je sais plus trop. Ça fait longtemps qu'on a fait la construction, que j'avais fait les recherches sur internet pour trouver le... Bon, c'est pas très écolo, c'est sûr. Le seul truc écolo en fait que j'ai trouvé en dur, c'était du liège, mais c'est plus cher, donc on a fait l'échappe sur ça, sachant que la dalle a été déjà isolée à la base, et par-dessus l'échappe, on a mis donc deux couches comme ça croisées de cet isolant là, qui permet de faire un bon thermos. Donc on va faire la même chose avec le frigo, on va coller l'isolant sur le côté. Donc sur le côté, derrière, en haut, et puis en dessous. Alors en dessous, on a le compresseur qui chauffe, et bien sûr, c'est super intelligent, sachant que la chaleur monte,
ben, la chaleur va s'accumuler un peu en dessous, là, sous le frigo, donc ça va aussi chauffer sous le frigo, alors qu'on veut que le frigo refroidisse. Donc, mais bon, je pense que c'est toujours pareil, hein, le 60 par 60 qui fait que tout doit être condensé dans un petit espace restreint. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais sûrement foutre une plaque en dessous, une plaque ici qui sortirait derrière. Je vais extraire le compresseur, le tirer un peu, parce qu'on peut voir qu'en fait les tuyaux sont un peu souples. Donc on peut les manipuler un petit peu, pas trop non plus, faites gaffe, hein, parce que en plus dedans il y a du gaz, je crois qu'il est, je sais pas s'il est toxique ou inflammable. Inflammable, ouais. Il est sûrement toxique aussi, mais bon. Donc il faut pas de fuite. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est essayer de sortir ça, si les tuyaux le permettent. Donc après il n'y a pas trop de gros tuyaux là, donc je devrais peut-être pouvoir arriver à le sortir. Pour qu'il puisse libérer ses calories en dehors, dans dessous, quoi, vu qu'en dessous, bah, si ça chauffe, ça va réchauffer forcément au final l'intérieur. Donc le but c'est voilà, c'est de tout couvrir d'isolant ici dessous, là-bas au fond aussi, au fond de la grille, en mettre en dessous du support carrément, sur les côtés, derrière, au-dessus, faire un gros thermos pour éviter d'avoir des pertes, des pertes de conduction, des pertes, voilà. Des pertes thermiques comme ça. Et je vais aussi probablement rajouter donc soit des briques réfractaires. J'avais discuté avec un thermicien ce matin, donc ça avait l'air pas mal. Soit couler une chape en béton au fond du frigo. Le but c'est d'avoir l'inertie thermique, mais dans le froid. Généralement pour les poêles à bois, trucs comme ça, on cherche de l'inertie thermique dans le chaud. Là ce sera plutôt le froid. Pour garder un maximum en fait de froid dans le frigo. Puisque dans la journée on a suffisamment de courant, on charge les batteries rapidement, on va pouvoir utiliser le surplus de courant pour charger par exemple en froid le frigo la journée, et puis le laisser tranquillement récupérer des calories doucement. Mais vu qu'il y aura beaucoup plus d'isolation, bah, du coup il devrait moins se perdre de froid en gros. Voilà, donc question consommation du frigo. Ici j'ai mis un petit wattmètre. Alors ça je m'en sers pas mal pour connaître la conso en 220 des appareils. Là on peut voir que j'ai un affichage, c'est la puissance instantanée. Donc je vais brancher le frigo. Je vais voir ce que ça consomme. Donc au démarrage ça monte pas mal, on est à 880 des bananes. Ensuite la conso diminue tranquillement une fois que le cycle du compresseur s'est stabilisé. Donc ça va descendre tranquillement. Donc là le bruit c'est le compresseur qui tourne. Donc il fait le froid, même si en fait il fait pas de froid, c'est pas... Donc il va descendre, on a 75 des bananes. Voilà, donc c'est pas mal, ça consomme pas trop. Voilà. 76, ouais. C'est pas mal. On peut regarder par contre au démarrage. Au démarrage il consomme, ici il a pris 889 watts,9. Donc ça c'est la conso au démarrage. Donc là on est en 220 parce qu'en fait je passe par un onduleur. Donc c'est un onduleur 24 volts, 220 volts. Il est derrière. Alors, oh, c'est le petit bleu qui est ici. Ben, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Celui-là c'est un modifié de sine wave, c'est-à-dire qu'il fait un signal qui est plutôt carré. Il fait 1000 watts. Donc 1000 watts en continu et 2000 watts en pointe. Voilà, donc ça c'est du pseudo sinus qui en fait ouais, c'est plutôt du carré quoi. C'est compatible parce que il y a certains appareils en fait qui supportent très bien le signal bâtard quoi de ce genre d'onduleur. Donc ça me pose pas de problème pour les frigos par exemple. Enfin à mon avis hein. Voilà, ça devrait chauffer, mais bon de toute façon je ne laisserai pas suffisamment branché parce que pour le moment l'installation n'est pas terminée, donc ça sert à rien. Donc je reviens sur la console. Sur la console. Voilà, on a 71 watts. Voilà. Lui il chauffe. Vu qu'il y a l'électronique dedans, je pense que lui aime pas le signal carré par contre. Donc je vais pas laisser trop brancher dessus. Enfin, je vais même le couper tout de suite. Parce que je pense que il va me lâcher. Ouais, en plus les contacts sont quand même pourris. En fait c'est un multiprise qui... Donc ça de toute façon il faut éviter de le faire. Généralement je fais des trucs qu'il faut pas faire bien sûr forcément. Comme ça vous pouvez voir pourquoi faut pas le faire. Parce que là ça fond. Et donc en fondant ça peut... Donc ça va chauffer, ça peut brûler. Donc évitez toujours de brancher des multiprises. Il y a danger.
Donc je reviens sur l'onduleur, c'est un pseudo-sinus qui sort un carré, mais c'est compatible avec le moteur généralement, mais pas avec l'électronique, parce que, enfin, notamment à propos des composants qui vont pas fonctionner avec les harmoniques en fait, puisqu'à la base c'est du 50 Hz, et un signal carré ça comporte 50 Hz plus 100 Hz plus 200 Hz plus d'autres fréquences, et donc c'est pas compatible, voilà. Mais ça j'en parlerai spécifiquement dans une vidéo uniquement basée sur les onduleurs, voilà. Donc ce frigo là sera sur l'onduleur bleu que j'ai montré tout à l'heure. Par contre, comme j'ai déjà expliqué, ce type d'onduleur consomme. C'est pratique puisque ça permet d'avoir du 220, mais en contrepartie ça consomme du courant à vide, c'est-à-dire même si on n'utilise pas l'appareil. Comme si on avait une veille sur une télé ou un truc comme ça. Ça consomme tout le temps. Donc le principe, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, à l'entrée du compresseur, on a l'arrivée du thermostat. Donc on a le 220 qui arrive dessus, on a le compresseur avec les broches sur le côté là. Ça je vous montrerai, de toute façon je le démonterai mais pas dans cette vidéo, sinon ça fait trop long, mais je vous montrerai comment c'est. Il y a un petit thermostat, ouais, il y a un thermostatique en fait, si jamais le compresseur chauffe trop, il va couper. Et donc ici on a un fil qui monte, il monte, et il vient ici. Alors là-dedans en fait on a l'ampoule de 120 volts pour l'éclairage, quand on ouvre la porte. Et il y a aussi le thermostat du frigo, donc pour régler la température. Et vu qu'on peut pas laisser l'onduleur allumé parce que ça consomme trop, ce que je vais faire c'est récupérer ici le contact du thermostat et m'en servir pour allumer l'onduleur. Donc je vais brancher le compresseur en direct, en ligne directe, sans passer par le thermostat. Il va être directement branché sur l'onduleur que j'ai montré le bleu tout à l'heure. Et lui par contre il sera allumé ou éteint en fonction du signal de thermostat qui sera là. Ce qui fait qu'il restera jamais allumé, hein. Il sera même pas en veille en fait, il sera vraiment coupé proprement avec son inter grâce au signal du thermostat ici. Et donc ben voilà, il restera pas tout allumé, donc ça fera pas de consommation à vide en veille, voilà quoi, il y aura pas, c'est vraiment, il sera allumé ponctuellement pour le frigo quand il y aura besoin, quand le thermostat du frigo le décidera. Voilà, donc on aura une grosse isolation du frigo, une grosse isolation ici, on va écarter la grille. Donc le frigo sera bien isolé, dedans on va rajouter pour avoir de l'inertie thermique pour garder le froid. Et puis donc son alimentation pour pouvoir être compatible 24 volts. Parce qu'il existe des bacs, c'est du... le nom je me souviens plus exactement. Steka je crois, ou un truc comme ça. Où ils font des gros bacs, mais ça coûte 1000 €. Ce sont des espèces de frigos, mais des frigos qui ressemblent à des congèles horizontaux. Mais c'est beaucoup trop cher quoi. Donc on va faire avec un vieux frigo comme ça, et le modifier, rajouter de l'isolant, parce que je pense que c'est de toute façon la seule modif qu'ils doivent faire. Voilà quoi, donc ça permettra d'avoir un frigo compatible solaire. Donc basse tension, et puis avec une grande inertie, puis très isolé, en fait un peu comme la maison, comme on va faire au final, quand on aura terminé la maison, ce sera la même chose. Et voilà, donc ça permettra d'avoir un frigo fonctionnel pour le solaire. Donc je ferai d'autres vidéos, en fonction de l'avancée des travaux, pour détailler, pour montrer la partie électronique, l'isolant, tout ça quoi. Donc petit à petit on va avancer, mais vu qu'on a beaucoup de travaux, ben, ça prendra quand même du temps. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.